Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Si je vous dis strass, paillettes, cinéma, France, vous me dites quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit le plus rapidement possible? Eh ben oui, le Festival de Cannes. Et cette année, le Festival de Cannes commence le 12 mai. Nous sommes actuellement le 11, donc demain, et va se dérouler jusqu'au 23 mai. On en a parlé avec Thierry. On s'y connaît en cinéma, mais pas plus que ça non plus. Donc on s'est dit, au fait, c'est quoi le Festival de Cannes? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors Strass Paillettes, moi je croyais que c'était ta tenue du soir tout simplement et j'allais dire pour une fois on va enregistrer en vidéo pour voir ça. Alors nous Euh, sommes lundi, au moment où on enregistre, et ça n'est que le samedi, cette tenue assez légendaire, voilà, tout simplement. Il y a 48 heures de retard. c'est pour ça que la dernière fois que tu es passé chez moi c'était un dimanche, je comprends mieux. Exactement. Allez, blague à part, sachant que moi le cinéma, alors bon, voilà, sans plus, mais quand même le Festival de Cannes, en tout cas par principe. Ben, bien entendu, tout le monde connaît, c'est le centre de gravité du cinéma mondial. Et du coup, d'ailleurs, en ce mois de mai 2026, eh ben, la ville, elle va accueillir sa 79e édition. D'accord. Du coup, ben, quitte à parler de 79e édition, autant enchaîner sur un sujet historique, surtout que c'est jamais sans te plaire tout particulièrement. Et c'est assez intéressant parce que du coup, le festival, il est né en fait d'un acte de résistance culturelle. C'est-à-dire qu'en 1938, face à la dérive fasciste de la Mostra de Venise, Ok. en fait, la France, elle décide de créer son propre événement. D'accord. Ah, Et c'est du c'est coup, une belle rébellion contre le fascisme et pour la culture. exactement. Et du coup, la première édition, elle devait avoir lieu en septembre 1939. Et sans grande surprise, bah, elle a été annulée à cause du début de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et c'est finalement en 1946 que le festival tel qu'on connaît, il a pu réellement voir le jour. D'accord. Donc là, on est vraiment d'après-guerre pour pouvoir parler de cinéma et en France. Et donc, Exactement. je me pose la question parce qu'il y a différents festivals. On peut citer de mémoire Deauville. Bon, là, on parlait des festivals italiens. On peut parler de beaucoup de choses. Euh, Pourquoi cette démesure et pourquoi Cannes est devenu si important? C'est la question que je me pose. Ouais, effectivement, un rendez-vous majeur. Alors, si Cannes, ça domine aujourd'hui les autres festivals, donc tu t'en citais quelques-uns, je vais citer également Berlin, par Ouais, c'est exemple, ben, c'est grâce en fait à trois piliers stratégiques. Donc déjà, il y a le marché du film qui a été créé en 1959. Et ça, je dois avouer, je ne savais pas du tout. Moi, je m'étais arrêté, comme tu disais, aux paillettes, etc. Et en fait, c'est ce qu'on pourrait considérer comme le secret de la puissance de Cannes. C'est-à-dire que pendant que les stars, elles montent les marches, ce qui est évidemment le plus connu et on y reviendra, ça, c'est ben, il y a, légendaire. exactement, il y a des milliers de professionnels, environ 13 500, qui se retrouvent dans les sous-sols du palais pour acheter et vendre les droits des films. Et donc, Ah c'est oui. ici que se décide, ben, du coup, ce qu'on verra ensuite au cinéma ou sur Netflix ou n'importe où pour les 2 années qui suivent. Il y a un vrai marché de l'ombre, on va dire. Il y a les paillettes, comme on l'expliquait, les strass, le tapis rouge, les photographes. Mais dans l'ombre et au sous-sol, c'est là que ça se décide. Je vais même te dire peut-être le plus important, ce qu'on va nous regarder pendant ces prochaines années. Absolument. Et une conséquence de ça, c'est que du coup, tu as le côté, le fabrique à star, c'est-à-dire que dans les années 50, Cannes a compris aussi le pouvoir de l'image. À nouveau, hein, années 50, donc la télévision, c'est pas l'image de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a des apparitions comme celle de Brigitte Bardot en bikini sur les plages qui ont créé un mythe. Et j'ai besoin de le citer, tout le monde a l'image. Et le festival, du coup, il a su marier l'exigence artistique, le côté cinéma d'auteur, avec le glamour hollywoodien, attirant les médias du monde entier. C'est vrai que Brigitte Bardot, l'image en bikini, même si ça n'est pas ma génération, c'est comme une image iconique et on se souvient. Et c'est vrai que déjà gagner, en tout cas le festival, y participer, ça assure quand même déjà une certaine notoriété. Ça peut fabriquer de belles stars. Je vois juste après Thierry, et là ça m'interpelle.
que le festival a eu un rôle diplomatique. Et oui, parce que du coup, donc après la guerre, et toi par définition, je t'apprends rien, après la Seconde Guerre mondiale, quelques années après, il y a eu la guerre froide et Cannes était en fait un des rares endroits où les films du bloc de l'Est et ceux de l'Ouest pouvaient se côtoyer. Donc le festival, il est devenu en fait un baromètre des tensions mondiales et en 1968, par exemple, il a même été interrompu par des cinéastes, Truffaut, Godard, pardon, en solidarité avec les mouvements ouvriers et étudiants. D'accord. Oui, donc Donc, un vrai côté un peu rebelle et assumé et en même temps diplomatique, parce qu'on pouvait avoir des gens qui ne se côtoyaient pas, qui là pour cet événement-là se côtoyaient. exactement. Et donc, pour résumer, ben, au fur et à mesure, le festival, il a su se renouveler en créant des sections parallèles comme la quinzaine des cinéastes ou un certain regard qui ont permis de découvrir des talents avant qu'ils ne deviennent célèbres. Un tout petit exemple comme ça sur mes recherches, Tarantino. Oui, un petit jeune qui ira peut-être un petit peu loin, espérant que le petit Quentin continue. Voilà. Alors, là, moi, je m'interroge parce que, comme tu sais, honnêtement, Festival de Cannes, comme tout le monde, je connais un peu les grandes lignes. Je sais que le prix principal qui est remis, c'est la Palme d'Or. Ça, je le sais. Mais est-ce que tu peux nous dire qui gagne quoi et comment ça fonctionne? Voilà, donc rapidement, hein, parce que j'ai regardé, bon, ça peut être extrêmement détaillé, donc j'ai résumé ça, mais du coup, le festival, il se divise en fait en plusieurs sections, sans grande surprise, mais évidemment, la compétition officielle est celle qui attire tous les regards. Du coup, tu l'as dit, forcément, la Palme d'Or, donc c'est le Graal absolu, c'est décerné au meilleur film, sans grande surprise. La Mhm. récompense elle-même, elle est en or 24 carats, réalisée chaque année par la maison Chopard. Alors, je dois avouer qu'à titre personnel, on est dans des domaines que je maîtrise pas du tout. J'imagine que Maison Chopard, ça doit pas être rien, mais j'avoue qu'à titre personnel, je connais pas du tout. Excusez par avance mon inculture. Ça te parle, toi? Pas du tout. Pas du D'accord, bon, tout. ça Je me dis que ça doit être comme une maison assez importante. Puis faire un trophée en or 24 carats, je pense qu'il faut quand même pouvoir avoir les capacités de le faire. Donc la maison Chopard qui réalise la Palme d'Or. Ok. On parle après du célèbre jury. Et après, je peux te dire que là, mes connaissances s'arrêtent là. Je ne sais même pas combien il y a de membres du jury. donc en tout cas et ça je pense que tu t'en doutes, il change chaque année et il Oui. est composé de personnalités du cinéma et donc pour cette édition 2026, c'est le prestigieux réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, réalisateur de Old Boy et Decision to Live, qui va assurer du coup la présidence. Je dois avouer de nouveau, je l'ai dit au départ, je suis pas doué en cinéma. Il me parle pas du tout, ces messieurs. Mais bon, Non, alors je pense avoir une culture cinématographique peut-être un tout petit peu plus développée que la tienne. Bon, pour le coup, malheureusement, je ne connais ni ce réalisateur ni les deux films que tu as cités, mais ça peut être intéressant de les découvrir, parce que s'il est prestigieux, c'est qu'il a dû faire du bon travail, ce monsieur. ça doit pas être rien, effectivement. Et puis ensuite, il y a les autres prix, comme le Grand Prix, qui est entre guillemets le deuxième prix. Il y a le prix de la mise en scène, le prix d'interprétation féminin, masculin, le prix du scénario. Bon, ça c'est assez classique, hein. C'est comme dans le cadre de les musiques où il va y avoir le chanteur de l'année, la chanteuse, le titre, l'album, C'est etc. ça, la révélation, tout ça, c'est à remettre au plus grand nombre, en tout cas. Voilà. Moi, après, je voulais revenir aussi, quand même, parce que quand on se dit Festival de Cannes, bon, on pense quand même Cannes, et il y a quand même un côté magique de Cannes. Et je voulais revenir un petit peu sur ce point-là. Euh, et en fait, cette magie, elle ne tient pas juste à la présence des célébrités. C'est en fait un mélange chimique entre un décor naturel, une ferveur religieuse pour l'art et un protocole très strict. Et du coup, il y a plusieurs choses. Alors évidemment, t'en parlais, hein, si on parle du festival de Cannes, la première chose auquel on pense en général, c'est la fameuse montée des marches. Ah bah ça c'est sacré. Là, on a tous vu des images, même si on ne suit pas le Festival de Cannes, de la montée des stars qui montent, se retournent et sont harcelés de photographes. Et on pourrait y revenir d'ailleurs là-dessus, mais c'est pas juste un tapis rouge, c'est également une cérémonie et tout est millimétré. Alors quelque part, on pourrait dire sans grande surprise, mais quand même, un exemple, c'est le dress code. C'est l'un des derniers endroits au monde où le smoking et la robe de soirée sont obligatoires pour les séances de gala.
et cette exigence, elle crée du coup une rupture avec le quotidien et ça plonge donc tout le monde dans une esthétique de film des années 50. Et j'aime beaucoup, personnellement. Alors moi, je suis pour les costards, hein, les smokings, tout ça. Tu me connais, hein, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est vrai que j'adore ce côté un peu, alors je vais dire vieillot, mais un peu ancien et en même temps très élégant. Le côté un peu classe, c'est vrai que moi je suis plus short t-shirt, mais du coup ça fait beaucoup moins classe. Je pense pas que tu Heu, puisses monter les marches, Thierry. Voilà, ah je bah, te le dis, c'est excuse-moi. clairement pas le cas. Ça là, c'est même sûr, il y a aucun doute. Et puis, il y a le côté aussi verticalité, c'est-à-dire que contrairement aux Oscars où on marche à plat, bah, à Cannes, du coup, on s'élève par définition avec la montée des marches. Donc les photographes, ils sont en bas, les stars, elles grimpent vers le temple, ce qu'on appelle le temple, le palais, et visuellement, bah, c'est une ascension vers la gloire. Et donc, je mets au conditionnel, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est un des rares festivals, pour pas dire le festival, où il y a cette image générale qui donne donc un côté absolument sacré. D'accord. Oui, avec, c'est vrai, ce côté de s'élever, ce côté marche, un peu, magnifique et qui magnifie justement les gens et ça donne vraiment quelque chose d'assez iconique. Je suis d'accord avec toi. Le deuxième point, et tu en parlais justement quand on a abordé ce point-là, c'est finalement un peu le paradoxe entre la Côte d'Azur et l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tension magique entre l'extérieur et l'intérieur, avec dehors, donc c'est le bleu de la Méditerranée, c'est les palmiers, le soleil écrasant de mai et le bruit de la foule sur la croisette, donc ça c'est par définition ce qu'on voit. Et puis, bah, dès qu'on franchit les portes du Grand Théâtre, euh, on plonge en fait dans le silence, le velours rouge, l'obscurité totale, donc c'est un passage brutal de la fête estivale à la concertation, religieuse du cinéma qui crée une expérience sensorielle très forte. Tu parlais, hein, et enfin tu parlais, on le citait précédemment, avec aussi les discussions plus, on va dire, business. Donc c'est cet aspect-là aussi qui tranche et qui là, par contre, j'ai l'impression, a un côté unique au monde. En fait, d'habitude, on passe de l'ombre à la lumière. Là, on passe de la lumière à l'ombre pour aller chercher la lumière de la récompense, si je peux résumer ça. C'est ça. Et lié à ça, d'une certaine manière, tu as aussi, et c'est, j'ai envie de dire, l'effet de bord avec la ferveur, voire la cruauté du public. C'est-à-dire que la magie de Cannes, elle vient aussi de son intensité émotionnelle. Les festivaliers, en fait, c'est des passionnés, mais à l'extrême. C'est-à-dire que D'accord. soit il y a des ovations, un Ouais. film, il peut être applaudi debout pendant 15 minutes, ce qui fait pleurer les acteurs de joie. Tu peux imaginer, hein, tu applaudi pendant 15 minutes. Bon, toi, quand tu es venu, la première fois qu'on s'est vu, tu t'es fait applaudir plus de 5 minutes, mais eux, ils font 3 fois Ça plus. m'a énormément touché, hein. Je tiens quand même à le préciser. Encore une fois, j'ai des frissons rien que d'en parler. Je comprends. Et à l'inverse, et ça heureusement tu ne l'as pas vécu, mais du coup il y a aussi les huées. Donc forcément à l'inverse, eh ben, le public cannois, il est connu pour huer les films qu'il n'aime pas, et même potentiellement des chefs-d'œuvre comme Taxi Driver ou Under the Skin qui ont été sifflés. OK. Et donc cette prise de risque permanente, bah, ça rend forcément chaque projection électrique. Imagine un instant, tu te dis j'ai un super film, ça se peut, il se fait huer, tu dis ah, j'ai un gros doute, il se fait applaudir pendant 15 minutes. Donc on a l'impression d'assister en fait à un moment historique pour le meilleur ou pour le pire par définition. Bon, en gros, si je peux faire une métaphore footballistique, Thierry, les festivaliers, ce sont un peu les ultras dans le football ou dans les Oui, sports en général. C'est-à-dire ah clairement. avec, des émotions décuplées entre la joie peut-être parfois excessive et parfois, la haine, si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas un mécontentement qui peut aller très loin également. Exactement. Simplement en général les supporters dans les COP sont pas en costard cravate, quoique ce serait marrant. Ça peut être sympa. Il y a aussi l'unité du lieu, donc la croisette, hein, du coup pendant 12 jours, le monde du cinéma, il est enfermé en fait dans un espèce de bocal, mais qui fait 3 kilomètres de long, donc c'est pas très grand. Ce qui Ouais. fait que du coup, bon, on peut croiser une légende vivante du cinéma en allant acheter un sandwich, ou voir un jeune réalisateur complètement inconnu devenir une star mondiale en 24 heures. Donc cette concentration aussi de talent, et de rêve dans un espace si restreint, bah, ça crée une bulle d'énergie pour les habitués. Ça rappelle et qui rappelle du coup la qu'ils appellent la bulle cannoise. D'accord, à ne pas confondre avec du champagne, cannois, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il doit y en avoir à la Croisette et donc la fameuse bulle cannoise, je ne savais pas, ce bocal de 3 kilomètres de long. Et d'ailleurs, tiens, allez, on va faire ça en direct parce que, tu l'as fait, je pense, exprès.
Champagne, du coup, Champagne, attention, épisode 81 de notre podcast. Alors, ça n'était pas fait exprès, mais j'admire ta réactivité. Quelle efficacité, Thierry. Je Incroyable. connais par cœur tous les épisodes. Ouais, et autant d'habitude, on a quand même lu le conducteur, c'est-à-dire on sait un peu ce qui arrive derrière. Là, je vous promets, c'était en totale improvisation. Complètement, on ne peut plus. D'ailleurs, pour tout dire aux auditeurs, je suis en train de faire un copier-coller pour pouvoir mettre ensuite dans les notes de l'épisode. Comme ça, voilà, on est complètement ouvert. Et puis pour finir, pour revenir quand même sur le sujet, donc il y a le côté anachronisme volontaire à l'heure du streaming et des écrans de smartphone. Et ben Cannes, forcément, ça reste le dernier bastion qui impose le grand écran, l'interdiction des selfies sur le tapis rouge. Ça, pour Ah, information, si tu le savais pas, c'est strictement interdit. Et le silence absolu, c'est vrai que tu les vois pas en train de papoter. Ah, au fait, t'as vu le dernier film, t'as vu la dernière robe, t'as vu. c'est vrai. Non. En même temps, ce serait presque marrant de voir deux starlets en train de papoter. Donc cette résistance en fait au monde moderne, ça donne au festival un côté hors du temps, presque féerique. Finalement, c'est un peu comme si pendant 2 semaines, le cinéma il redevenait la chose la plus importante de la planète. Et je trouve que c'est une très belle philosophie de dire on a le festival peut-être le plus important, le plus connu au monde, ou en tout cas un des plus connus au monde. Et ben pendant 15 jours, le plus important, ce sera le cinéma. Et je trouve ça bien. Et en parlant d'importance, parce qu'on se rend peut-être pas compte, par exemple, je vois dans la suite le nombre de marches, aucune idée de combien il y en a. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits chiffres, peut-être pour résumer ce qu'est le Festival de Cannes? Voilà, parce que forcément, autant toi, il te faut de l'histoire, moi, il me faut des statistiques, des chiffres, des plus, des moins. Ça, c'est mon côté matheux et scientifique. Donc, effectivement, hein, pour se donner une idée de ce que ça représente, Cannes, pendant le festival, c'est une démesure totale. Au niveau des marches, donc c'est 24 marches. C'est celles du Palais des Festivals, qui sont recouvertes du fameux tapis rouge qui est changé en fait plusieurs fois par jour. Parce que forcément, hein, les allers-retours, et puis bon, malheureusement, il fait pas toujours beau, donc c'est quand même pas mal qu'il soit nickel à chaque fois. Oui. Au niveau journaliste, on parle tout simplement de 4000 journalistes. En fait, il faut savoir que c'est l'événement le plus médiatisé au monde après les Jeux Olympiques. Ah, tu vois, j'aurais dit les Oscars. Eh ben non, Eh eh ben, non, comme quoi, le c'est Cannes. Festival de Cannes est encore plus médiatisé. Tu vois, là, je ne le pense, je savais que c'était important, mais pas à ce point-là. Ben, je pense l'effet croisette et justement Ouais. la vue avec les palmiers, etc. Je pense quand même vraiment que ça fait rêver. Et puis donc le marché du film, on en parlait, précédemment. Derrière le glamour, bah, c'est aussi le plus grand rendez-vous commercial où les producteurs et les distributeurs du monde entier achètent et vendent les films de demain. C'est ce qu'on disait, hein, qu'on a dit plusieurs fois, le côté glamour, le côté business, le côté, star, starlet, Cannes, le soleil, les palmiers, enfin voilà, c'est Ouais, aussi finalement tout ce mélange-là qui fait que, bah, ça attire par définition l'œil. bien sûr. Et donc là, après ces chiffres et après cet historique et ce que représente le Festival de Cannes, Thierry, je pense qu'il est l'heure de la rubrique que tout le monde attend, les fameuses anecdotes de Thierry. Eh ben oui, des anecdotes et en fait, il faut savoir, je vais commencer par une anecdote qui là est réellement surprenante, que j'ai intitulée «Le duel des stations balnéaires». Il faut savoir qu'en 1939, donc on en a parlé, hein, pour là où devait avoir lieu le 1er festival avant que ça s'annule, en fait, c'est Biarritz qui avait été officiellement choisi pour accueillir le festival. En fait, il y avait donc un espèce de concours et on va dire en finale, il y avait Biarritz et Cannes. Donc Biarritz avait gagné, mais la ville de Cannes, elle a fait un lobbying d'enfer. Il y a les hôteliers, la mairie qui ont aligné l'échec et promis un meilleur climat pour convaincre l'État de changer d'avis à la dernière minute. Et du coup, bah, vous pouvez l'imaginer, ça a fonctionné. Et en fait, sans ce coup de pression financier et climatique, bah, la croisette n'existerait pas et les stars, elles montraient les marches face à l'océan Atlantique. Alors, pour connaître la ville de Biarritz, j'y suis allé plusieurs fois parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. J'aurais bien vu effectivement le festival également à Biarritz, mais bon, Cannes a gagné, le lobbying a fonctionné et grand bien leur a pris parce que 79 ans plus tard, on en parle encore et c'est toujours aussi célèbre. T'imagines et puis tu verrais, les marches à Biarritz et puis juste à côté une planche de surf qui serait posée juste à C'est côté. c'est ça. Alors, je pense que les robes des femmes auraient été peut-être un petit peu plus chahutées avec le vent de C'est la ça côte aussi. ouest. Donc, c'est un petit peu plus calme sur la Croisette.
Mais laisse-moi vérifier une petite chose. Attention, on va peut-être faire 2 fois en une. Parce que Cannes, potentiellement, on est dans les coins de la Côte d'Azur, on a un risque du coup de Mistral et de Tramontane. Épisode 113. Ah non, Thierry, cet homme est une intelligence artificielle sur pattes. Ayez un Thierry dans votre vie. Donc voilà, c'est une nouvelle efficacité et en plus de ça, écologique, Thierry. Hein, donc magnifique. Il y a 2 épisodes, le Champagne et le Mistral et la Tramontane, que nous mettrons dans les liens et que vous pourrez retrouver pour nous faire plaisir également pour les goûter, C'est les offert. écouter. Exactement. Continuer avec les anecdotes, la Palme d'Or, en fait, que ça n'en était pas une à l'origine. En fait, avant 1955, le gagnant, il recevait pas une palme, mais un simple diplôme et une œuvre d'art d'un artiste contemporain à la mode, évidemment de l'époque. Et en fait, c'est le joaillier Lucien Lazon qui a dessiné la première Palme d'Or en s'inspirant des armoires de la ville de Cannes. Et à savoir que la palme actuelle, elle contient environ 118 grammes d'or jaune certifié. D'accord. Bah, bravo à Lucienne Lazon, en tout cas, qui a dessiné une très belle palme d'or. Et en plus, mon côté historique, pas historien, mais là, c'est peut-être un peu prétentieux, donc passionné d'histoire, trouve que c'est une très bonne idée de s'inspirer des armoiries de la ville. Absolument. On continue avec les anecdotes. Moi, j'aime bien tout ce qui est record. On parlait de l'ovation et des sifflets. Le plus long succès, c'était en 2022 pour le fils Elvis de Baz Luhrmann, D'accord. qui a reçu une standing ovation de 12 minutes. Oh, Alors, imagine juste rester debout à applaudir sans s'arrêter pendant tout ce temps. C'est quand même un véritable sport sur le coup-là. c'est clair. Et du coup, forcément, à l'inverse, en 1987, lorsque Maurice Pialat, il a reçu la Palme d'Or pour Sous le soleil de Satan, il y a une partie de la salle qui le eut violemment, et sa réponse, il a levé le poing et lancé au micro, si vous ne m'aimez pas, pardon, si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Oh, mais Ambiance, sympa. Oh, ambiance. Il s'est pas laissé faire quand même, hein, le petit Maurice. Non, et il faut quand même oser le faire. Tu sais Ouais. que tu es filmé, c'est diffusé dans le monde entier. J'imagine qu'on pourrait retrouver des vidéos sur YouTube. Ah ben, non, là, je l'ai dit. Lina, Lina, Lina Lina, mais Tira. bien entendu, Lina, Oh là là, évidemment. alors les gens vont penser qu'on fait une vidéo sponsorisée de nous-mêmes. Sachez que ça n'est pas vrai, mais on se rend compte qu'on a fait beaucoup d'épisodes au final. Ina, épisode 139. Et en plus, on est en train de les faire dans l'ordre, hein. Soyez Ouais, en non, passant, ça, hein. non, mais ça par contre, c'est un niveau de dextérité qui n'a jamais été atteint dans ce podcast. Là, on se bat nous-mêmes nos records. On a nos records, nos records. Record épisode. Non, je déconne. Non, on n'a pas encore ça. Non, Épisode ça va. 212, on vous spoil un petit peu. Voilà. On continue rapidement avec les anecdotes. Alfred Hitchcock et ses oiseaux, forcément. Sauf que je dis forcément, mais c'était quand même pas super sympa en tant que tel. En 1963, pour la promotion de son film, donc Les oiseaux d'Hitchcock, que tout le monde connaît au moins de nom, il a eu l'idée, on va dire un petit peu terrifiante quand même sur les bords, de lâcher des centaines de pigeons depuis les balcons du palais du festival. Hum. Résultat, il y a une panique totale chez les invités en robe de soirée et un service de nettoyage qui s'en souvient encore. J'imagine les belles robes, toutes belles, qui coûtent des milliers de francs, etc. Et des pigeons. On va pas faire un dessin, mais effectivement, on imagine que c'était pas forcément génial. Ouais, donc on va dire qu'Alfred Hitchcock n'était plus forcément la personne la plus attendue à Cannes. Non. Et puis, je vais terminer par une petite anecdote que j'ai intitulée L'homme qui réparait les films. En fait, dans les années 50, lors d'une projection, il y a la pilule, n'importe quoi, la La pellicule. pellicule qui a cassé. Et donc, il y a un jeune spectateur qui se lève, qui monte en cabine, qui répare le film sous les yeux des techniciens médusés. Et ce jeune homme, bah, en fait, ça a été à terme un des plus grands réalisateurs, puisqu'en l'occurrence, c'était François Truffaut. Et ben alors, c'est une très très belle anecdote pour finir. Bravo François, parce que là, il a réparé le film. Déjà, c'est quand même une sacrée performance. Et en plus, derrière, il a les ambitions et la carrière qui a été avec. Merci en tout cas Thierry pour ce bel épisode, cette belle préparation. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous communiquer ou est-ce qu'on peut passer au générique pour les différentes infos complémentaires?
Et non, on peut passer au générique avec plaisir. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode et sur toute la liste de nos épisodes et pour votre soutien. Retrouvez-nous comme d'habitude sur X, anciennement Twitter, qui est géré de main de maître pour Twitter. Je vous laisse aller découvrir notre compte. Pour le reste, Thierry, je te laisse présenter la suite de nos réseaux. Oui, et j'en profite pour saluer aussi, je soupçonne en regardant les statistiques qu'on a une personne, une par définition, je ne sais pas, qui certainement nous a découvert. Donc je fais un petit coucou et ce serait vraiment cool que cette personne nous rende ce coucou. Et du coup, ben, si comme cette personne, vous nous découvrez et vous souhaitez en savoir plus, le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr, puisque vous allez retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux, notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis pensez à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement et notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!